Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. Alors cette PME bretonne spécialisée dans la cosmétique réalise près de 2,5 milliards de chiffre d'affaires avec 16 000 salariés, mais elle a réussi à rester familiale depuis 50 ans. Ce que l'on sait moins, c'est que Yves Rocher, puisque c'est de cette entreprise dont il s'agit, toujours désignée par l'IFOP comme l'entreprise préférée des Français, eh bien elle s'est profondément transformée au cours des 10 dernières années pour aller conquérir le monde et jouer la carte du web. Si on s'intéresse aujourd'hui à ce groupe, c'est que son DRH vient d'être élu DRH de l'année 2014 par ses pairs. Alors forcément, eh bien, j'ai eu envie de comprendre d'abord ce que ce DRH a bien pu faire pour mériter ce titre, mais aussi si ça fait une différence pour les salariés d'avoir un tel DRH. C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec le principal intéressé, Yann-Étienne Le Gall, le DRH du groupe Yves Rocher, qui comprend aussi, et ça on ne sait pas toujours, des marques comme Petit Bateau et Stanome. Yann-Étienne Le Gall, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors DRH d'Yves Rocher, du groupe Yves Rocher. Félicitations, vous venez d'obtenir le prix du DRH de l'année 2014. Je précise que c'est un prix organisé par notre maison, Cadre Emploi, Le Figaro Éco et le cabinet Hudson. C'est un prix qui récompense un parcours, une personnalité, et ça c'est depuis 18 ans. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour obtenir ce prix, Yann-Étienne Le Gall? Si vous deviez résumer votre action en quelques mots, ce serait quoi? Je pense que c'est déjà une entreprise magnifique. Et d'être le DRH de cette entreprise, c'est vraiment une fierté. Qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, je pense que j'ai, depuis 8 ans que je suis DRH de ce groupe, j'ai accompagné l'ensemble des transformations des différents métiers de ce groupe, y compris d'ailleurs son internationalisation. Des grosses transformations, on va en parler justement. Donc d'abord l'internationalisation. Finalement, c'était pas le même paysage avant que vous arriviez. Aujourd'hui, vous avez fait quoi concrètement en RH pour accompagner l'internationalisation de cette entreprise? Alors l'internationalisation, effectivement, elle a commencé il y a déjà un peu plus de temps dans ce groupe, mais c'est vrai que ça s'est accéléré dans les dernières années. C'est un axe stratégique pour nous. On est encore une entreprise, même si on s'est bien développé à l'international, qui est encore assez française. Oui. Combien de pays à l'international? C'est à peu près, je dirais, dans les pays qui comptent, c'est une vingtaine. Après, on a un certain nombre d'agents dans un certain nombre de pays, etc. Mais on est encore très axé Europe de l'Ouest. Donc on a beaucoup développé récemment l'Europe de l'Est, un certain nombre de pays d'Amérique latine, et on commence à avoir quelques bases, par exemple en Asie. Mais au niveau RH, je dirais que cette internationalisation, elle passe par une internalisation des profils. Donc c'est par le recrutement de beaucoup profils, le recrutement, je dirais à haut niveau, en ayant des dirigeants qui eux-mêmes, dans leur parcours, quand on a l'opportunité de recruter à l'extérieur, ont été dans des situations de gestion d'international, soit parce qu'ils ont été eux-mêmes expatriés, par exemple, et si possible dans plusieurs pays, soit parce qu'ils ont géré effectivement un périmètre international important. Et alors ces personnes-là, vous les recrutez en local, vous les recrutez au siège et vous les envoyez ensuite en exactement. expat? Donc, la plupart de nos managers, de top managers ou dirigeants sont quand même aujourd'hui en France, même si on commence à en avoir un peu partout dans les régions. Mais c'est aussi une politique qui doit partir de la base, c'est-à-dire de recruter dans les jeunes, que ce soit d'écoles de commerce, etc., dans les différents pays, pas uniquement des nationaux, de manière à se créer un réservoir de talents internationaux qu'on pourra ensuite déployer à travers le monde. Voilà, donc premier gros chantier de transformation pour Yves Rocher, c'était l'internationalisation. Il y en a un autre aussi qui est le chantier de réorganisation des marques. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Yves Rocher, ce n'est pas que Yves Rocher, ce sont plein de marques. Et là aussi, vous avez accompagné le redéploiement de ces marques. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en RH est-ce que ça a eu un impact sur vos salariés? On avait une entreprise très intégrée, telle que la voulait son fondateur, Monsieur Yves Rocher. Donc on a à la fois, je dirais, on a outsourcé, comme on dit, un certain nombre d'activités qui n'étaient plus au cœur du business. Et par contre, on a réorganisé effectivement nos marques. Au premier chef, la marque
éponyme qui est la marque Yves Rocher, qui représente plus de 60% du chiffre d'affaires du groupe, ouais, quand même. donc sur laquelle on a énormément travaillé, mais on a aussi travaillé nos autres marques. Vous citiez Petit Bateau, Stanome, sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, mais aussi Dr Pierre Ricot, Daniel Jouvence, qui sont des marques plus françaises, qui sont des marques qui font partie du groupe, qui sont des créations par Monsieur Rocher, etc. Et puis on a fait une acquisition il y a 2 ans d'une marque turque qui s'appelle Flormar et qui est le numéro 1 du maquillage en Turquie. On s'efforce pour le coup d'internationaliser aussi. Ouais. Alors votre travail à vous de DRH, dans l'accompagnement de ce regroupement ou ce redéploiement de marque, c'est quoi exactement et quel impact sur les salariés? Alors c'est ce qu'on appelle, ce que les consultants appellent la gestion du changement. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire quand on a une marque, c'était encore le cas il y a 8-9 ans, à majorité VPCiste, par exemple, comme la marque Yves Rocher, et qu'elle devient à majorité retail, magasin, avec aussi le digital, via d'abord le e-commerce, et puis de manière plus large, qui prend énormément d'importance, c'est une redéfinition des profils, des compétences qu'il faut anticiper. Vous gardez les mêmes et vous les formez, ou alors vous en faites venir de l'extérieur? On fait venir un certain nombre de talents. Par exemple, c'est vrai que dans le digital, par exemple, on a fait venir des talents de l'extérieur, parce qu'on n'avait pas suffisamment en interne. Après, il y a des gens qui ont fait de la VPC, et qu'on arrive à faire évoluer, par exemple, sur de l'Internet, du e-commerce, etc., en sachant qu'une bonne partie des techniques et des compétences sont les mêmes. C'est quelque part de la vente à distance aussi. Donc, il y a un certain nombre de points communs. Après, sur la couche vraiment digitale, vraiment web, il faut venir s'équiper, je dirais, d'un certain nombre de compétences externes. Qui peuvent manquer. Ouais. Alors, on m'a dit qu'aujourd'hui, on voyait concrètement des changements chez Yves Rocher, notamment dans les grands meetings. Avant, c'était en français. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, c'est quelque chose sur lequel j'ai œuvré, j'ai milité pour ça, qu'on ait l'ensemble de nos grands meetings, ces 2 sessions-là, mais il y en a d'autres, on les fait en anglais. Ah, c'est en anglais maintenant. C'est en anglais maintenant. Est-ce que c'est facile de conserver les valeurs familiales quand on est un groupe comme ça qui s'internationalise, qui se digitalise, etc. C'est un de nos défis. On a aujourd'hui 16 000 personnes dans le monde. Combien en France? On est à peu près 7 000, 7 500 en France. Donc ça reste quand même très important. Pourquoi? Parce qu'on a à la Gacilly nos usines. On est récoltant, fabricant, distributeur pour la marque Yves Rocher. Donc environ 3000 personnes en Bretagne, autour de la Gacilly, avec un certain nombre d'autres pôles. On a 3 aussi pour Petit Bateau, qui est extrêmement important, qui est le berceau de la marque Petit Bateau, la bonneterie troyenne, etc. C'est des cultures différentes, effectivement, mais tout ça fait, plus le siège, à Issy-les-Moulineaux, le siège du Commerce France à Rennes, ça fait un ensemble français quand même très important. Et c'est vrai que les valeurs fondatrices autour de la Gacilly, qui est le terroir, le territoire de la marque Yves Rocher, on ne risque pas de les perdre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore là-bas. La Gacilly est un lieu pas uniquement des valeurs, exactement, et on y a beaucoup aussi amené de contenu. On a un éco-hôtel spa, on a un végétarium web café, on a beaucoup de choses. Profitent les salariés? Absolument, absolument. Par exemple, un cadre d'Issy-les-Moulineaux qui vient travailler par exemple sur un projet dans une usine, couche à l'éco-hôtel spa, mange à l'éco-hôtel spa, etc. Donc c'est quelque chose là aussi de très important. Vous parliez justement de cadres recrutés. Est-ce que vous savez combien de personnes vous allez recruter cette année et combien de cadres parmi ces recrutements? Alors, on est cette année dans une phase, je dirais, plus molle en termes de recrutement. Vous recrutez moins qu'avant, On recrute moins cette année parce que nos résultats sont quand même un peu tendus. On recrute une centaine de cadres, je dirais, Ce sont des cette année. remplacements ou des créations d'emplois? Alors, c'est principalement du remplacement. Du remplacement, d'accord. Il y a un certain nombre de créations. On l'a cité, sur des profils clés, que ce soit en retail ou que ce soit dans le domaine du digital. D'accord, pour continuer à accompagner le développement. Exactement. Il y a beaucoup de femmes chez vous, 70% de l'effectif, c'est quand même énorme. Est-ce que vous cherchez à recruter plus d'hommes? Est-ce que vous donnez des quotas d'hommes? Alors,
On ne donne pas de quotas, moi je suis contre les quotas. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes, ce qui est une chance, hein, ce qui est notre richesse dans ce groupe. Certains métiers gagneraient à être un peu plus masculinisés, c'est vrai. Par exemple, alors c'est plus dans la tête d'ailleurs de certains jeunes diplômés. Hein. Je pense par exemple à des fonctions comme le contrôle de gestion. Voilà, on a besoin de jeunes contrôleurs de gestion et on a un peu de mal, par exemple, à attirer des hommes qui voient l'entreprise Yves Rocher, s'ils viennent à un forum ou je ne sais quoi, comme une entreprise de femmes orientée sur la cosmétique, qui n'imaginent pas qu'on a aussi des usines, du contrôle de gestion, de la supply chain, etc. Ouais. Vous êtes en train de faire changer tout ça, hein, que on essaie. Cette image de marque employeur soit plus précise et moins floue pour le grand public peut-être? Oui, effectivement, on a, je pense, une très bonne image employeur. Vous avez une très bonne image de marque, ouais. Entreprise préférée des Français. Ouais. En revanche, en matière de marque employeur, ouais. vous n'êtes pas forcément très connu aujourd'hui. Bah écoutez, peut-être parce qu'on n'a pas non plus, on n'a pas des volumes de recrutement que d'autres entreprises beaucoup plus importantes que nous peuvent avoir. Hein. Maintenant, je pense qu'on est présent dans l'esprit des jeunes diplômés, plutôt école de commerce, c'est vrai. Et on est aussi présent, ne l'oublions pas, sur des fonctions de type conseillère esthéticienne, voilà, des gens qui travaillent dans la vente dans nos magasins. Et là, on est dans le monde du retail, d'accord, avec effectivement beaucoup de recrutement. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les jeunes diplômés d'école de commerce, on le voit dans les différents classements qui sont faits, pensent plutôt à L'Oréal, à Guerlain, des boîtes comme ça, quand ils pensent cosmétique. Oui, c'est vrai que par rapport à L'Oréal ou LVMH, qui sont des monstres et des références, c'est assez logique, compte tenu aussi des moyens qu'ils ont à investir dans la marque employeur, que nous n'avons pas. Donc voilà, David contre Goliath. On s'efforce d'être malin et de faire parler de nous par d'autres choses que juste l'argent qu'on est capable de déverser. Alors, dans les entreprises familiales, souvent, il y a une belle politique de participation, d'intéressement. On veut que les gens soient justement payés, on ne va pas dire bien payés, voilà. Est-ce que vous faites des benchmarks justement de rémunération? Oui, c'est votre cas. Tous les ans, effectivement, on a je dirais une étude globale de salaire qui est mondiale, d'accord, avec Mercer, et on s'efforce dans chacun des pays et sur l'ensemble de nos métiers d'être effectivement très en affinité avec le marché. Hein. C'est absolument essentiel. Hein. Il y a l'équité interne, mais il y a le marché. Et le marché est absolument clé dans nos fonctions, dans un monde qui est quand même hyper concurrentiel, qui est le monde de la cosmétique. Et alors, est-ce que vous savez, grosso modo, enfin en moyenne, combien, si on ajoute tous les avantages dont peuvent bénéficier les salariés, est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente un 13e mois, on est peut-être payé sur 13 mois et demi, 14 mois? On fait faire l'exercice au DRH quand ils viennent sur ce plateau. Vous avez une idée ou pas? Écoutez, non, nous on est payé sur 12 mois. D'accord. Donc après, mais si j'ajoute tout le reste. Oui, alors le problème c'est que ça va varier d'une année à l'autre. Il y a des années où on n'a eu aucune participation. Et si on prend 2013, l'année dernière, on a eu de la participation, on a eu de l'intéressement, etc. On doit être sur 13 et demi peut-être. Non, même pas. Non, on est voilà, sur des montants relativement. Alors ce qui est très important aussi de comprendre, c'est qu'on a une politique aujourd'hui chez nous d'intéressement, par exemple, qui est égalitaire. C'est-à-dire que l'ouvrier à la Gacilly va toucher la même chose que moi ou le directeur général. Ouais. D'accord. Voilà. Donc évidemment, oui, mais il y a des intéressements qui ne sont pas du tout comme ça, qui sont proportionnels au salaire. Donc ce n'est pas du tout notre cas. Donc un ouvrier qui touche 2000 €, c'est très important pour lui. D'accord. Évidemment, pour un DG, ce n'est pas en soi, en valeur absolue, quelque chose d'important, mais on tient, c'est dans nos valeurs véritablement collectives, à jouer ça de manière plutôt égalitaire. D'accord. Pour obtenir ce prix du DRH de l'année dont on parlait au départ, il faut être proposé par un DRH, et puis après on passe un grand oral devant un jury. Alors dites-nous, il a été comment ce jury? Il a été dur avec vous? Il vous a posé des questions un peu... Il a posé, je pense, des questions de DRH à DRH, c'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent bien le métier. Donc ils vous ont cuisiné sur vos secrets un peu? Oui, ils m'ont cuisiné sur mes pratiques, sur mon parcours aussi, parce que je n'ai pas toujours été chez Yves Rocher. Non, donc, vous êtes passé par l'industrie, on n'a pas le temps de développer voilà, ici. Exactement, avec un parcours international. Mais c'est vrai qu'on a parlé de tout ça, on a parlé
parlé des pratiques, on a parlé de la manière de faire de la RH. Avec du H dedans, avec plus ou moins de H dedans, vous en avez parlé. Effectivement, c'est vrai que moi j'y tiens énormément. Dans ce mot ressources humaines, il y a le mot humain qui doit toujours être au centre, au cœur de tout ce qu'on fait dans les politiques de personnel, comme on disait dans l'ancien temps. Ouais, ça, c'est ce que vous souhaitez en tant que DRH. Ouais. Après, la réalité est là, quand il faut faire des fusions, quand il faut... oui, mais c'est très lié, je pense, à sa force de persuasion, à ses convictions, pour peser aussi dans le débat avec d'autres décideurs, avec une direction générale, avec un président, avec un COMEX. C'est sûr que si on n'a pas sa voix au chapitre et qu'on n'est pas capable de faire émerger, ou en tout cas de mettre l'humain au centre d'un certain nombre de décisions, c'est sûr qu'on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Donc il faut se battre et il faut aussi apporter des convictions sur la table. Et mettre ses tripes. Exact. Quand vous quitterez cette fonction de DRH chez Yves Rocher, parce que ça arrivera forcément un jour, ça fait partie de la vie, quel est le chantier dont vous serez le plus fier, le chantier que vous aurez fait, peut-être qu'il n'est pas encore commencé d'ailleurs, dont vous serez le plus fier? Qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir fait dans cette entreprise? Alors, je pense que c'est compliqué d'en choisir un, mais un seul. Si on en choisit deux, je pense que c'est l'internationalisation qui, effectivement, quand on la décrète comme un élément clé, effectivement, de transformation de l'entreprise, et puis la transformation de la marque Yves Rocher. Ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement dynamique. Puisqu'on est passé effectivement d'une entreprise qui était gérée comme un distributeur, avec dans chacun des pays une organisation de distributeurs, à une organisation par marché, et ça partout dans le monde, avec des patrons de marché qui ont l'intégralité de leur business, qui sont capables de dire cette année, je vais mettre un peu plus de gaz sur du retail, sur du digital, je vais réduire mon recrutement, ceci et cela. Et ça a été évidemment une œuvre collective, mais il a fallu les trouver, il a fallu staffer toutes ces positions dans le monde, soit via de l'interne, en promotion, etc., soit via de l'externe, et ça nous a pris 2 ans à faire beaucoup ça, quand même. Et vous en parlez encore avec beaucoup de passion, j'aurais même plus à vous arrêter. Merci beaucoup Yann-Étienne Le Gall d'être passé sur ce plateau. Vous allez faire quoi de votre trophée ? Je vais le mettre sur mon bureau. Ouais, je vais pas être très original. Vous allez le partager avec votre équipe ? Oui, alors j'espère effectivement qu'on aura l'occasion de fêter ça, absolument. Félicitations encore. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites. À très bientôt.